Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau webinaire de la série Ce qu'en disent les experts, organisé par SP Canada, Division du Québec, auquel prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Ce soir, nous allons aborder un sujet très intéressant et ô combien porteur d'espoir, le rôle des macrophages et les pistes de recherche dans la sclérose en plaques. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous tenons tout d'abord à remercier notre commanditaire principal, Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je suis Marie-Ève Simard et je suis ravie d'être de retour pour animer ce webinaire. Mon lien avec SP Canada est d'abord personnel, ma mère ayant reçu un diagnostic de sclérose en plaques il y a plusieurs années. C'est ce qui m'a poussé à m'investir dans la collecte de fonds, à travailler pendant longtemps au sein de la Division du Québec. Il me fait donc un grand plaisir d'être avec vous ce soir, de soutenir cette cause et d'en apprendre plus sur cette maladie en compagnie d'experts chevronnés. Parlant d'experts, je souhaite bien sûr le bonsoir à Maxime Cusic qui se joint parmi nous. Bonsoir Marie-Ève. Veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un lien avec l'enregistrement lorsqu'il sera disponible et le lien sera également partagé sur notre page Facebook. Si vous avez des questions durant la présentation, sachez qu'une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Vous pouvez les poser dans la boîte de chat ou ceux qui assistent directement sur Facebook peuvent les inscrire dans les commentaires. Il se peut aussi que selon le temps accordé, nous ne puissions répondre à toutes les questions, mais sachez que nos agents InfoSP demeurent disponibles pour répondre à celles-ci. Maxime, je vais commencer en faisant une petite bio et ensuite je te cède la parole. Donc, nous avons le plaisir de t'accueillir ce soir. Tu es étudiant au doctorat en médecine moléculaire au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, dans le laboratoire du docteur Steve Lacroix. Tu es également coprésident du Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur et responsable de la soirée Pain Talks. Financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, tu es très impliqué dans la collectivité de SP Canada, où tu as d'ailleurs présenté des travaux lors de plusieurs des événements, comme le Sommet québécois sur la recherche en sclérose en plaques en 2025. Finalement, tes recherches portent sur l'activation de l'interleukine 1 bêta et sur l'infiltration des cellules myéloïdes dans le système nerveux central, deux mécanismes importants pour mieux comprendre la progression de sclérose en plaques. Donc, Maxime, la parole est à toi. Fantastique. Merci beaucoup Marie-Ève pour la belle présentation. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter c'est quoi notre rôle de chercheur dans la recherche de traitement pour la sclérose en plaques. Et vous allez le voir, la recherche d'un traitement pour cette maladie, c'est un peu comme un rôle de détective. En effet, on a un crime qui est commis, la sclérose en plaques, et comme tout crime, on va avoir des suspects, on va avoir des armes du crime, on va avoir des lieux. Et notre but, c'est de démêler tout ça. Et comme on va le voir ce soir, parfois, le suspect il peut nous surprendre. Alors, mon but ce soir, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'en tant que scientifique, en tant qu'étudiant, que chercheur, on part des connaissances qu'on a déjà sur une maladie et qu'on veut bâtir un peu notre théorie pour trouver finalement le suspect et ultimement trouver un traitement, trouver une résolution à, au crime qu'on étudie ou à la maladie qu'on étudie. Donc, pour ce faire, je veux vraiment vous ouvrir les portes du laboratoire. On va analyser ensemble des résultats scientifiques vraiment. J'ai voulu ça rendre le plus concret possible. Et si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous allez voir là, dans le bas de toutes mes diapositives à droite, il y a des petits numéros. Si vous avez des questions, juste à noter le numéro. Ça me fera plaisir là, d'y revenir plus tard dans la présentation. Donc, c'est parti pour la petite présentation. Je vais juste changer de diapositive et voilà. Donc, tout d'abord, je repasse rapidement avec vous les principaux éléments de la sclérose en plaques. Je pense pas qu'on va rien apprendre dans les premières diapositives, mais je veux juste qu'on mette ensemble là, les bases sur lesquelles on va se baser pour la suite de la présentation. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui va affecter le système nerveux central, alors le cerveau et la moelle épinière. Et elle va causer en fait des lésions comme ça dans le cerveau, par exemple. Donc, on voit là une région qui devrait être blanchâtre ici, va se retrouver en fait plutôt rosée. Et ça, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle la démyélinisation. Donc, la gaine de myéline qui entoure les neurones et qui va faciliter justement là, la transmission de l'information, mais cette gaine-là va être endommagée, elle va être brisée, dégradée.
Et ça va faire en sorte que les neurones vont avoir plus de difficultés à transmettre l'information. Et ça, ces zones-là, il va en avoir un peu partout dans le cerveau et ça va causer des symptômes moteurs, donc des engourdissements au niveau des doigts, la difficulté à bouger un membre, mais aussi des symptômes psychologiques comme on a de la fatigue, on peut avoir des pertes de mémoire, on peut avoir un brouillard mental, par exemple, ou encore comment je peux dire, des symptômes un peu plus larges comme de la douleur chronique. Et si on se passe un peu plus sur ces régions-là, on peut voir en fait en microscopie qu'il va y avoir présence de cellules immunitaires. Donc, pointé par la flèche bleue, on peut voir des macrophages, mais on voit aussi là à la droite de l'image des lymphocytes T qui vont être présents dans ces lésions-là. Et ça, c'est parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Donc, les cellules immunitaires du patient vont se retourner contre eux et s'attaquer justement à cette fameuse gaine de myéline. Et c'est ça qui va causer les symptômes. Donc, cette réaction-là des cellules immunitaires qui infiltrent ces lésions, qui vont dégrader la myéline, c'est ça qui m'intéresse. Et je vous explique en gros qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir, là, il va y avoir 4 principales étapes de cette attaque-là. Donc, d'abord, on va avoir une première étape. Les cellules immunitaires, elles sont dans notre sang, donc partout dans notre corps, elles vont se déplacer, mais ici, elles vont être recrutées au système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière. Ces cellules vont passer par les voies sanguines et se rendre à ces organes. Une fois rendues, les cellules vont transmigrer à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc, vous le voyez un peu sur l'écran, elles vont s'immiscer donc entre les parois des cellules pour vraiment rentrer dans le cerveau, dans la moelle épinière. Et lorsqu'elles y sont, elles vont acquérir un phénotype donc pro-inflammatoire qu'on appelle. Et ça veut dire que les cellules vont devenir agressives. Elles vont relâcher des molécules toxiques, elles vont interagir avec les autres pour bâtir justement cette réaction inflammatoire qui, ultimement, va mener à la destruction de la gaine de myéline qui entoure les neurones. Et c'est ça qui va causer les symptômes que je vous ai présentés un peu plus tôt. Alors, c'est vraiment cette réaction immunitaire-là qui est aberrante, qui va caractériser la sclérose en plaques, et c'est donc cette réaction qu'on va vouloir là, ici venir empêcher. Alors, voici notre jeu de scientifique. Donc, quand on est présenté face à un tel constat, c'est un peu comme un jeu de clous. On a plein de suspects, plein de cellules qui pourraient causer cette maladie et ces cellules peuvent utiliser plusieurs armes. Donc, on a, exemple, la microglie, les macrophages et les lymphocytes T qui vont produire une grande variété de molécules différentes. Et nous, en tant que scientifiques, notre but, c'est de choisir quel est le suspect qu'on pense pourrait être responsable de cette maladie, quelle arme qu'il utilise et ultimement se servir de nos connaissances pour faire des liens avec tout ça, être capable de démontrer, OK, c'est tel suspect, on pense qu'il est important. Et c'est un peu ça qu'on va faire ensemble ce soir. On va essayer de déterminer, comme dans le jeu de clous, quel est notre suspect, quelle est l'arme du crime, pour tenter de trouver une réponse à qu'est-ce qui cause tout ça. Et ultimement, est-ce qu'on est capable de les empêcher, donc de faire progresser la maladie? Fait que c'est un peu ce qu'on va faire ensemble ce soir. Et tout d'abord, je vais vous montrer le suspect que nous, on a choisi au labo. Donc, c'est le macrophage. Alors, le macrophage, vous allez le voir dans le cadre de ce petit vidéo ici. Alors, le macrophage, c'est la grosse cellule qu'on voit au centre de l'écran et vous voyez un peu à sa gauche et sur le haut, elle a des prolongements en fait. Donc, elle va aller capturer les petites cellules autour et elle les ramène vers elle pour les ingérer et les dégrader. Alors, c'est ça un peu que fait un macrophage. Je vais enlever ça ici. Donc, un macrophage, ce qu'il va faire, c'est carrément, il va capturer qu'est-ce qui se retrouve autour de lui qui n'est pas supposé d'être là, va l'internaliser et le digérer. C'est ce qu'on appelle la phagocytose, en fait. Et il y a plusieurs cellules qui vont pouvoir effectuer ça. Il y en a deux principales dans la sclérose en plaques. Il y a les microglies et il y a les macrophages qu'on va appeler dérivés de monocytes. Je trouvais important de vous en parler. Moi, je vais vraiment m'attarder aux macrophages dérivés de monocytes. Mais pour bien vous illustrer la différence, je vais passer juste un petit peu de temps pour vous montrer c'est quoi la différence entre ces cellules et les microglies. Donc, je commence avec les microglies ici et vous allez voir, la différence principale, c'est au niveau de leur origine embryonnaire. Donc, d'où viennent ces cellules dans notre corps, tout simplement. Donc, les microglies, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles vont venir, en fait, il faut aller au stade embryonnaire. Donc, vraiment, là, pendant que le bébé est encore en processus de développement, donc, on voit sur cette photo, c'est un ultrason qui est en 3 dimensions. Alors, on voit là sur le côté la tête du bébé avec son dos recroquevillé un peu. On a le cordon ombilical et plus bas,
avec le petit YS, on a ce qu'on appelle le sac vitellin. Et ce sac vitellin va contenir les cellules qui vont produire les microglies. Alors, ce qui se passe, ici, je vous montre la même image, mais un petit schéma pour que ça soit plus simple. Fait que dans le sac vitellin, ici, on va avoir notre cellule. Et cette cellule, pendant le développement du bébé, du fœtus, elle va se rendre jusque dans le cerveau. Et une fois rendue là, elle va le populer complètement en microglies. Donc, ici, je vous amène au cerveau adulte. En rose, là, vous pouvez voir les microglies, il y en a partout dans le cerveau. Il va aussi en avoir dans la moelle épinière. Et vous voyez, ce sont des petites cellules qui ont vraiment des ramifications. Donc, on voit là un peu un noyau en rose comme bombé et il va avoir comme plein de bras qui vont se rendre partout autour d'eux. Et ça, c'est vraiment pour, comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, de scanner leur environnement, voir si c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être là et elles vont, si c'est le cas, elles vont les ingérer. Alors ça, c'est le type de macrophage comme qu'on associe le plus au cerveau, c'est ce qu'on va appeler là, le macrophage résident. Donc, c'est la cellule qui va être juste dans le cerveau et qui va jouer le rôle justement de macrophage. Donc, c'est pas cette cellule qui m'intéresse, mais je voulais vous présenter ça pour faire la distinction. Si vous, au contraire, voulez en apprendre davantage, j'invite à aller voir l'excellente présentation de ma collègue Juliette Ferry qui a présenté il y a 2 semaines sur les microglies et sur son importance de la sclérose en plaques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une excellente présentation. Mais moi, aujourd'hui, le suspect que je vais vous parler, c'est le macrophage dérivé de monocytes. Et là, on voit l'importance donc du développement puisque cette cellule ne provient pas du sac vitellin, elle provient de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse qui est au centre de nos os, et ça va partir d'une cellule qu'on va appeler la cellule souche hématopoïétique. Donc, cette cellule souche hématopoïétique, elle va se différencier. Et là, vous voyez, il y a plusieurs étapes de différenciation qui vont ultimement mener à un monocyte. Et le monocyte, lui, il va parcourir notre sang. Et quand on a, je ne sais pas moi, exemple, on se coupe un doigt, bien là, on a une réaction inflammatoire, on va avoir besoin de nos cellules immunitaires. Alors, le monocyte va se rendre à cette blessure et il va traverser le vaisseau sanguin. Et en le faisant, il va devenir le macrophage. Donc, cette cellule qui va avoir un rôle à jouer dans l'inflammation. Et c'est ça, la cellule qu'on pense qui serait notre suspect. Alors, je vous explique le rôle du macrophage. Donc, tranquillement, pas vite, on va comprendre pourquoi nous pensons que c'est notre suspect. Donc, le macrophage, une fois qu'il sort des vaisseaux sanguins et qu'il devient macrophage, en fait, dans le tissu, il y a deux, comment je pourrais dire, il y a deux comme destinées. Soit qu'il va devenir une cellule pro-inflammatoire. Donc, ça, c'est une cellule qui va être pour l'attaque, la défense de notre organisme contre des microbes, contre des bactéries, et qui va vouloir en fait détruire ces organismes-là. Ou de notre côté, on va avoir un macrophage qui va être plus anti-inflammatoire. Donc lui, il va être plus pour la réparation du tissu. Donc une fois que l'ennemi est parti, pour venir l'aider à reconstruire ce qui a été brisé. Mais dans les deux cas, nos cellules, comment est-ce qu'elles vont interagir avec leur environnement? Pourquoi est-ce qu'elles ont d'aussi grandes différences? C'est à cause de deux choses. D'abord, ces cellules vont exprimer des récepteurs qui sont un peu comme des antennes qui nous permettent d'avoir différents postes de TV. Les récepteurs vont permettre aux macrophages d'interagir avec différents éléments de leur environnement. On sait les cellules ne vont pas nécessairement pouvoir voir, elles n'ont pas d'yeux, alors elles ont besoin de ces récepteurs pour venir scanner qu'est-ce qui se passe autour d'elles et dépendamment des signaux auxquels elles répondent, elles vont avoir un rôle plus de combat ou plus de réparation. Et pour répondre aux stimuli, les macrophages vont relâcher des molécules dans leur environnement et encore une fois, ces molécules vont soit aider à combattre un microbe ou aider à la réparation du tissu. Donc, je vous explique un petit peu plus de détails, là, ça vient faire quoi tout ça? Donc, notre macrophage a deux options. Soit il devient pro-inflammatoire et en relâchant des molécules, elles vont venir recruter d'autres cellules immunitaires. Par exemple, on se blesse, le macrophage arrive au site de la blessure, il y a des bactéries partout. Il va relâcher des molécules pour appeler d'autres cellules immunitaires à venir lui porter renfort. Et une fois que ces cellules immunitaires arrivent, le macrophage va les activer pour qu'elles aussi, à leur tour, deviennent pro-inflammatoires et qu'elles aussi soient d'un état de combat, de défense, pour aider encore plus à détruire le microbe. Et enfin,
le macrophage a une job importante qui s'appelle ici réactivation des lymphocytes T. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le lymphocyte T, lui, il a une cible précise. Et notre lymphocyte T, lui, se cache dans les ganglions lymphatiques. Donc, quand on se blesse, exemple, on a une bactérie spécifique, ben, le lymphocyte T va se rendre au niveau de la blessure, mais il va avoir besoin d'être réactivé par un macrophage qui va, lui, ingérer les bactéries, comme on a vu tantôt, et présenter un petit morceau de cette bactérie pour dire au lymphocyte T, ah, regarde, c'est cette bébite-là qui m'attaque et c'est celle-là qu'on veut détruire. Et à ce moment-là, le lymphocyte T va aider à attaquer spécifiquement ce microbe-là. Alors, le macrophage est très important dans l'inflammation, mais il est aussi important pour résoudre l'inflammation, aussi en relâchant des molécules qui vont, par exemple, calmer le jeu, dire aux cellules qui sont full agressives, full en mode combat, OK, c'est beau, l'ennemi est parti, on peut se calmer, on peut arrêter de causer des dommages. Mais aussi, le macrophage va pouvoir nettoyer des débris. Comme on l'a vu tantôt, il va tout simplement les capturer, les ingérer, les détruire. Et ça peut aider justement à réparer le tissu. Une fois qu'on a enlevé les débris, ben, c'est plus facile là, de tout simplement reconstruire et de cicatriser. Alors, le macrophage a un rôle important dans tous ces aspects-là. Et ça m'amène aussi à vous porter une petite parenthèse sur la balance inflammatoire. Donc, parfois, on entend ah, il faut vraiment enlever toute l'inflammation. L'inflammation, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais la réalité, c'est que c'est important de garder une balance ici avec notre macrophage. Parce que oui, l'inflammation, c'est pas nécessairement bon, mais ça nous permet de nous défendre contre les microbes, ce qui est quelque chose d'assez important. Et parfois, plutôt, on a besoin simplement de reconstruire, de réparer. Mais un excès d'un ou l'autre n'est pas bon, puisque si on est trop dans un aspect anti-inflammatoire, ben, on va permettre aux bactéries de nous attaquer sans nécessairement se défendre. Et là, ça peut causer encore plus de problèmes parce que nos cellules immunitaires, ils vont être, par exemple, trop paresseuses pour nous défendre parce qu'elles vont être trop anti-inflammatoires. Mais à l'inverse, effectivement, si notre macrophage devient trop inflammatoire et là, il fait des dégâts sans s'arrêter, bien, ça peut causer des problèmes donc, au niveau de nos cellules, comme ce qui arrive par exemple lors de la sclérose en plaques, où on a de l'inflammation alors qu'il n'en faudrait pas et qu'on a une dégradation de notre gaine de myéline. Fait que notre but ce soir, ça va être vraiment de ramener cette balance pour empêcher les dégâts de la myéline sans pour autant donc aller dans l'autre extrême, dans un extrême là, anti-inflammatoire. Donc, en résumé de tout ça, est-ce que l'inflammation, c'est bon ou pas? Ça va être vraiment une question de contexte. Et je pense que ça peut aider justement à voir, à apporter un regard critique sur ce qu'on voit un peu partout dans les médias, comme quoi il faut absolument empêcher toute inflammation. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a un peu plus de nuances dans tout ça. Donc, maintenant, il est parlé du rôle des macrophages en général. Je vais vous montrer que fait le macrophage dans la sclérose en plaques. Donc, nécessairement, le macrophage, il va être méchant, il va causer des dégâts. Alors, ce que je vous montre ici, c'est une figure très complexe, donc de microscopie électronique. Alors, la microscopie électronique, c'est un des microscopes les plus puissants qu'on a. Il peut agrandir jusqu'à 500 000 fois, donc, les objets qu'on regarde. Et ce qui va se passer, en gros, c'est qu'on a, par exemple, un cerveau et on va le découper finement en petites tranches et on va regarder chacune de ces tranches-là pour ensuite reconstruire une image en 3 dimensions. Donc, c'est ce que vous voyez là à la gauche de l'écran. Par contre, inquiétez-vous pas, je vais vous guider à travers tout ce que les scientifiques ont remarqué dans cette étude. Donc, d'abord, si on se concentre sur les images à droite en haut, ce qu'ils ont montré, c'est que le macrophage, il est capable de carrément gober la myéline, donc qui entoure les neurones. Alors, le gros point noir qu'on voit, c'est justement de la myéline. Et ici, là, ils ont vraiment capturé les différentes étapes du macrophage qui vient entourer la myéline pour l'internaliser et le digérer. Donc, ils ont vu ici que le macrophage pouvait vraiment s'attaquer directement à la myéline. Et sur l'image du bas, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le macrophage, il va s'immiscer dans ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Donc, les nœuds de Ranvier, c'est un terme pour expliquer un peu comment la myéline, elle est placée sur les neurones. Donc, la myéline ne va pas former une couche uniforme. Elle va laisser des petits espaces, donc entre, par exemple, un segment de myéline, un petit espace, un segment de myéline, un petit espace. Ce petit espace s'appelle le nœud de Ranvier et ça aide en fait l'information à se propager encore plus rapidement d'un bout à l'autre du neurone. Alors, le macrophage va vraiment rentrer dans cet espace, le briser
et prévenir en fait justement que l'information se transmette rapidement d'un bout à l'autre du neurone. Donc, le macrophage peut directement s'attaquer à la gaine de myéline. Et enfin, cette image-là, elle montre justement le macrophage en action où on voit en rouge là, qui vient vraiment s'étirer pour causer encore plus de dégâts. Et je vous montre également un dernier résultat ici, donc d'une étude qui a été faite chez la souris qui avait une maladie qui mimait un peu la sclérose en plaques, la maladie de l'EAE. Je vais vous en parler dans quelques slides. Mais ici, ce que je vais vous montrer, c'est cette tranche de moelle épinière où on voit là, ici des dommages qui ont été causés à la moelle épinière dans le contexte de la maladie. Par contre, quand on rend les macrophages aveugles, quand on les empêche de devenir pro-inflammatoires, on voit ici là, qu'on prévient complètement les dommages associés à la moelle épinière. Donc, nécessairement, ces résultats nous montrent que les macrophages, lorsqu'ils sont pro-inflammatoires, vont directement causer des dommages à la myéline et au système nerveux central. Alors, on revient à notre jeu de clous. Donc, jusqu'à présent, on a vu notre suspect, le macrophage, mais on s'intéresse également à l'arme du crime. Et l'arme du crime, nous, notre laboratoire va s'intéresser, bien entendu, donc, à une molécule qui s'appelle l'hyalin bêta. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'étudie, cette molécule. Alors, c'est avec ce fameux modèle de souris, l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale, ou EAE. Je vais continuer de dire EAE pour le reste de la présentation. Alors, c'est en gros, on va injecter la souris avec un cocktail qui va faire en sorte que ses propres cellules immunitaires vont se mettre à attaquer sa gaine de myéline. Donc, ça vient reproduire un peu ce qui se passe lors de la sclérose en plaques. Et quand on donne cette maladie à la souris, sa paralysie va commencer au bout de la queue et elle va tranquillement se progresser jusqu'à son museau. Et à chaque étape de la paralysie, on va associer un score clinique. Donc, plus le score clinique est élevé, plus la souris elle est malade. Alors, je vous montre ici un premier résultat qu'on a obtenu dans le laboratoire. Donc, c'est un tableau où est-ce qu'on voit donc, en hauteur un score de 0 à 5. Donc, plus le score est haut, plus la souris est malade. Et on voit là au fil du temps la progression de la maladie. Donc, en noir, nos souris contrôle, on le voit, vont développer une paralysie au fil que le temps avance. Mais en blanc, on a ici des souris qui n'ont pas une molécule qui s'appelle l'interleukine 1 bêta ou IL-1 bêta. Et ces souris, on le voit, elles sont pratiquement pas malades. Donc, ça nous amène à penser que l'IL-1 bêta est une molécule qui est nécessaire pour que la maladie ait lieu. Alors, ce qu'on a voulu voir ici maintenant, c'est quand est-ce que l'IL-1 bêta est produite. Donc, ça, les images que vous voyez à l'écran, c'est des images de microscopie à fluorescence. Donc, on voit avant l'apparition de la maladie, en vert à gauche de l'écran, des cellules immunitaires. Et en rouge, ce sont les cellules qui produisent de l'hyalin bêta. En l'occurrence, n'en produisent pas parce qu'il n'y a pas de maladie. Et en bleu, ce sont nos vaisseaux sanguins. Maintenant, ce qui arrive quand on a la maladie, bien, on a un nombre beaucoup plus important de cellules immunitaires et ces cellules vont se mettre à produire de l'hyalin bêta. Et ce qu'on voit en ajoutant les vaisseaux sanguins dans tout ça, c'est que c'est juste les cellules à l'extérieur des vaisseaux sanguins. Et donc, une fois qu'elles les ont traversés pour se rendre dans le système nerveux central, c'est là qu'elles vont se mettre à produire de l'hyalin bêta et à causer des dommages. Alors, ce qu'on a voulu observer maintenant, c'est est-ce que les cellules peuvent traverser sans IL-1 bêta? Donc, comment est-ce qu'on a fait pour voir ça? On a tout simplement filmé les cellules en mouvement dans les vaisseaux sanguins des souris. Donc, ce que vous voyez en vert, ce sont les cellules immunitaires qui vont se promener dans le vaisseau sanguin d'une souris vivante. Mais je veux que vous portez votre attention à la pointe des deux flèches sur la paroi des vaisseaux sanguins. Il y a des cellules qui ne vont pas passer tout droit, elles vont venir se coller à la paroi, elles vont venir rouler un peu, prendre leur temps. Et ça, c'est ce qui arrive juste avant que la cellule traverse le vaisseau sanguin. Elle va s'accrocher à la paroi et ensuite, elle va s'immiscer au travers pour aller causer de l'inflammation, aller aider à la destruction des microbes ou en l'occurrence contribuer à la sclérose en plaques ici. Alors, ce qu'on voit, donc, encore une fois, nos cellules en conditions normales, par exemple, nos cellules immunitaires en vert sont partout dans le système nerveux central, elles ont sorti des vaisseaux sanguins, mais quand on empêche ces cellules immunitaires de produire de l'hyalin bêta, elles restent confinées à l'intérieur des vaisseaux sanguins et ne sont pas capables de sortir. Et c'est probablement pour ça que la souris est moins malade en absence d'hyalin bêta. Alors maintenant, notre hypothèse, c'est que
L'IL-1 bêta va venir activer les cellules immunitaires, donc pour leur causer justement à être d'un statut de combat, à être d'un statut d'attaque de la gaine de myéline. Et nous pensons que le macrophage utilise cet IL-1 bêta pour causer des dommages lors de la maladie. Alors, notre objectif, ça va être de voir comment est-ce que l'IL-1 bêta est activé pendant l'EAE et justement identifier les cellules qui en sont responsables de cette activation. Donc, maintenant, je vous parle un peu de mécanismes moléculaires. On va essayer de rendre ça plus léger. Donc, l'IL-1 bêta, j'espère vous avoir convaincu ici que c'est une molécule qui est extrêmement puissante. Quand elle n'est pas là, il n'y a pas de maladie. Donc, les cellules les molécules qui ont un rôle aussi puissant, elles ont besoin d'être finement régulées. Là, on va avoir besoin de 2 signaux pour avoir de l'IL-1 bêta active. Le premier, ça va être un signal. Par exemple, la cellule va reconnaître quand il y a des cellules en détresse. Donc, les cellules en détresse, lorsqu'elles vont mourir, elles vont relâcher donc tout ce qu'elles contiennent et notre macrophage ici ou notre cellule va reconnaître des éléments qui ne sont pas supposés être là. Et ça, elle va associer ça à une molécule de danger. Donc, cette molécule de danger, elle va activer la voie qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle NF-κB. Et lorsque cette voie est activée, la cellule va se mettre à produire la forme immature de l'IL-1 bêta, donc la pro-IL-1 bêta. Mais ça, c'est une molécule qui était puissante. Et elle est faite un peu comme une grenade. Il faut la dégoupiller avant qu'elle soit active. Et donc, le signal pour la dégoupiller, pour l'activer, va passer par le récepteur ici qui s'appelle NLR. Et ce récepteur, quand il est aussi activé, il va recruter 2 autres protéines. Donc, la procaspase 1 qu'on voit ici, le petit Pac-Man, et la protéine ASC qui vient faire un pont entre notre procaspase 1 et notre NLR. Quand tout ce monde-là est réuni, ça va former l'inflammasome, qui est justement un gros complexe multiprotéique, donc une très grosse protéine, et qui va faire en sorte que notre Pac-Man, notre procaspase 1, va être activé, et c'est elle qui va dégoupiller l'IL-1 bêta, donc elle va couper la partie qu'on n'a pas de besoin pour que l'IL-1 bêta devienne biologiquement active. Donc ça, c'est la voie qui est classique. C'est celle qui est la plus connue. Mais nous, on se demande, est-ce que cette voie a vraiment lieu dans la sclérose en plaques? Alors, c'est ce qu'on a voulu voir ici. Donc, encore une fois, on a donné la maladie à des souris. Donc, en noir, c'est des souris contrôle qui vont devenir paralysées. Et en blanc, c'est des souris qui n'ont pas cette fameuse protéine, donc qui fait le pont et qui est nécessaire à la formation de l'inflammasome. Et ce qu'on a vu ici, c'est que ça ne donnait pas grand-chose. Nos souris deviennent quand même malades. Alors, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a déplété les souris en monocytes. Donc, les monocytes sont justement cette cellule qui permettent d'avoir des macrophages. Bien, les monocytes vont carrément se transformer en macrophages. Et quand on les enlève et que la souris n'a pas SC, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ces souris-là, elles sont complètement protégées contre la maladie. Elles n'ont pas du tout de symptômes. Donc, on pense vraiment que ce sont les monocytes qui, une fois qu'ils se transforment en macrophages, sont capables là, de contourner la voie que je vous ai montrée et de quand même utiliser l'IL-1 bêta pour contribuer à la maladie. Donc, puisque les monocytes sont de l'air d'avoir un rôle important à jouer, on a voulu les étudier donc in vitro, en culture en fait, pour pouvoir regarder avec plus de précision qu'est-ce qui se passe chez ce type de cellules spécifiquement. Alors, comment est-ce qu'on étudie des monocytes, des macrophages in vitro? Donc, il faut aller les chercher de là d'où elles viennent, c'est-à-dire de la moelle osseuse. Alors, ce que vous voyez ici sur l'image, c'est des os de souris, puis en rouge au centre, on a carrément la moelle osseuse. Fait qu'on est capable d'aller la chercher, c'est ce qu'on voit au fond du tube, donc la moelle osseuse qui va contenir toutes les cellules immunitaires, dont nos monocytes. Alors, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va sous une hutte biologique. Donc, cette hutte, elle a un environnement stérile. Les microbes ne peuvent pas rentrer là-dedans. C'est pour ça qu'on va venir cultiver nos cellules sous cette hutte et on va carrément mettre nos cellules en présence. Le nom scientifique, c'est un milieu de croissance, mais je fais souvent la référence qu'avoir des cellules en culture, c'est un peu comme un aquarium. Il faut donner les bons nutriments à nos poissons, il faut donner le bon pH, il faut bien nettoyer, il faut que ça soit propre et que ça soit exactement ce que les poissons ont besoin pour qu'ils puissent survivre. Eh bien, c'est un peu la même chose avec nos cellules en culture. On va leur donner tout ce qu'elles ont besoin pour qu'elles puissent survivre pendant plusieurs jours, donc dans ces incubateurs ici à 37 degrés. Et une fois qu'on est prêt, on va faire notre expérience. Fait qu'on donne nos 2 signaux à nos monocytes
pour qu'ils s'activent, pour qu'ils deviennent pro-inflammatoires, prêts au combat et surtout qu'ils relâchent de l'hyalin bêta, donc dans le milieu qui les entoure. Alors nous autres, on va récupérer ce milieu-là qui va contenir de l'hyalin bêta, mais aussi plein d'autres protéines et on va vouloir l'étudier. Donc, comment est-ce qu'on va étudier ce milieu-là? Alors, c'est la dernière étape de notre manip. On va faire ce qu'on appelle un Western blot. Donc, ça sert à quoi de faire tout ça? C'est pour voir spécifiquement la protéine qui nous intéresse. Alors, vous savez, les protéines, c'est une longue chaîne d'acides aminés. Donc, ça fait un peu comme des blocs Lego. C'est une chaîne qui va être extrêmement longue et qui va être repliée sur elle-même pour donner la forme à la protéine. Et c'est comme ça qu'elle va jouer son rôle. Donc, notre but d'un premier temps, ça va être d'ajouter une molécule qui va venir ici déplier cette chaîne-là et on le voit, ça fait des fragments qui vont avoir différentes tailles. Ensuite, ce qu'on va faire, on va les mettre dans l'appareil que vous voyez à gauche qui s'appelle un SDS Page en gros. Et ce que ça fait, c'est qu'on va faire passer un courant électrique au niveau du liquide et nos protéines vont être attirées par la charge positive. Par contre, plus que la protéine est petite, plus qu'elle va aller loin et plus qu'elle est grosse, plus qu'elle va avoir de difficultés à se déplacer. Fait qu'on va être capable là, de même comment je pourrais dire, de diviser nos protéines selon leur taille, de les disperser et d'aller voir plus facilement celles qui nous intéressent. Donc, l'interleukine 1 bêta. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici, nos résultats de notre fameuse expérience de culture. Donc, je vous explique rapidement nos contrôles. Donc, on a donné ou pas ces fameux composés qui stimulent la production d'hyalin bêta chez nos cellules. On va avoir le WT, c'est notre contrôle, c'est nos cellules wild type. Hyalin bêta, KO, ça, ce sont des cellules qui ne produisent pas d'hyalin bêta. Et ASC, c'est nos fameuses cellules qui n'ont pas les mécanismes connus pour activer l'hyalin bêta. Alors, ce que ça a donné, c'est d'abord, on voit à 31 KDA, ça c'est la forme immature de l'hyalin bêta, puisqu'elle est plus grosse que sa forme mature à 17 KDA, puisque la forme mature, là, on lui a retiré une petite partie pour la rendre active. Et ce qu'on a découvert avec tout ça, c'est que dans nos pétris, si on se concentre sur ces conditions, on voit que nos monocytes qui nous intéressent, les monocytes ASC-KO, ne produisent plus d'hyalin bêta. Donc, en principe, ça devrait être une bonne nouvelle. On a réussi à les empêcher à produire la molécule qui cause des dommages dans la sclérose en plaques. Mais vous me direz, là, on était d'un pétri. Et on s'entend qu'on est loin d'un modèle vivant et on a voulu rajouter une autre composante pour rendre notre modèle un peu plus réaliste. Alors, on est retourné à notre planche à dessin. On a encore stimulé nos cellules avec l'LPS, l'ATP, pour qu'elles produisent de l'hyalin bêta, nos cellules. Mais cette fois-ci, on a rajouté une composante. Vous vous rappelez, le macrophage, il va être produit lorsque notre monocyte va traverser le vaisseau sanguin et lorsqu'il va se rendre dans le système nerveux central. Donc, nécessairement, le fait de traverser le vaisseau sanguin a de l'air d'être important. Et ce qu'on a donc fait, c'est qu'on a pris les composés que nos vaisseaux sanguins produisent et on les a mis sur nos monocytes pour voir est-ce que là, on va rendre notre modèle un peu plus réaliste. Alors, c'est ce qu'on a fait, donc la même expérience que tantôt, le Western blot avec la migration des protéines. Et ce qu'on a vu ici, c'est qu'en faisant ça, ben maintenant, autant les macrophages, donc contrôle wild type, que les macrophages ASCKO ont été capables de produire l'hyalin bêta immature et de l'activer pour qu'elle soit active. Donc, nécessairement, le fait d'être en contact avec les composés produits par le vaisseau sanguin, mais ça permet à nos macrophages d'avoir de l'hyalin bêta et d'utiliser cette arme pour causer des dommages associés à la maladie. Alors, nécessairement, on a trouvé un nouveau contexte dans lequel nos macrophages sont capables de causer des dégâts lors de la sclérose en plaques. Alors, ainsi, on retourne à notre planche à dessin. On est maintenant convaincu qu'on a la bonne carte du suspect et qu'on a la bonne carte de son arme. Maintenant, dans le jeu de clous, quand on pense être sûr de notre shot, on va juste aller comparer à ce qu'il y a dans l'enveloppe pour voir si on a raison. Mais en science, en recherche, comment est-ce qu'on fait pour valider notre choix? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a trouvé le bon suspect, la bonne arme? Bien, ça va être en développant des médicaments, des idées de médicaments, en les testant. Donc, d'abord, essayons de trouver un traitement à partir de ce qu'on a appris ensemble ce soir.
Donc, d'abord, les macrophages. On a appris ensemble qu'ils vont venir infiltrer le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière, et qu'ils vont, dans le contexte de la maladie, avoir un statut pro-inflammatoire, donc en faveur du combat, de l'attaque, de la gaine de myéline. Et enfin, justement, en faisant ça, ben, ils vont causer des dommages à la gaine de myéline, aux macrophages. Donc, pour cibler ces macrophages, je vais vous proposer ce soir trois stratégies. D'abord, tout simplement les éliminer. Donc, soit carrément les tuer à l'aide de molécules ou encore de les rendre aveugles. Donc, de bloquer ces récepteurs qui, pour les macrophages, agissent à titre d'antenne pour recevoir les informations autour d'elles. Mais carrément éliminer les macrophages, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie parce qu'on a vu ensemble que oui, ils causent des dommages, mais ils vont aussi être impliqués dans la réparation du système nerveux central. Alors, c'est ce que cette équipe a montré ici. Donc, on voit là une souris qui a subi de la démyélinisation. Donc, au jour 5, par exemple, on voit là une zone qui va être plus blanche. Alors, c'est une zone là, qui va être démyélinisée. Mais sur le haut, au jour 10, on voit que la souris qui est déplétée en monocytes, elle a une petite partie, elle a un petit peu de rouge, alors que les animaux contrôle en bas, elles ont beaucoup de rouge. Ben ça, en fait, c'est la myéline. Ce sont des débris de myéline qui ont été phagocytés, donc gobés par le macrophage. Et ça, cette fonction de nettoyage des débris, elle est hyper importante pour permettre après ça au système nerveux central de se reconstruire. Donc, si on empêche les monocytes de venir les monocytes et les macrophages de venir enlever les débris, ben, on sera plus capable de réparer le système nerveux central après. Et c'est pas du tout ça qu'on souhaite au final. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Ben, comme je vous ai dit, on cherche toujours à avoir une balance entre pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donner des molécules à nos macrophages pour les faire se passer d'un statut de combat et d'attaque à un statut plus de réparation. Et comme on l'a vu ensemble, qu'est-ce qui arrive lorsque notre macrophage est en statut de réparation? Ben, il va venir interrompre l'activité de nos cellules inflammatoires. Alors, il va venir calmer le jeu, réduire le dommage causé par ces cellules. Et à la place, on a vu, donc, les recherches démontrent que les macrophages peuvent aider les oligodendrocytes à reconstruire la myéline autour des neurones. Alors ici, on aurait un double avantage d'empêcher les nouveaux dommages et de venir réparer ceux qui ont déjà été causés. Et enfin, une autre stratégie intéressante qui a été proposée, c'est d'utiliser vraiment les macrophages comme d'un véhicule. Je vous explique ce que tout ça veut dire. Donc, vous le savez fort probablement, notre cerveau, notre moelle épinière sont protégés par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est une barrière qui est un peu plus perméable, même plus perméable qu'un vaisseau sanguin traditionnel et qui va contrôler en fait qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort donc du cerveau et de la moelle épinière. Alors, quand on veut développer un traitement, ça, c'est un problème assez gros parce que c'est pas toutes les molécules qui sont capables de passer cette barrière. Donc, si on veut, par exemple, je ne sais pas moi, aider la gaine de myéline et qu'on injecte une molécule dans le sang, ben, cette molécule n'est pas capable de se rendre à la gaine de myéline. Ben, même si on avait une bonne idée à base, notre médicament ne servira pas à grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est de donner un médicament qui va être capté par les macrophages. Donc, les macrophages, par exemple, vont gober le médicament, le garder à l'intérieur d'eux. Et on l'a vu ensemble, nos macrophages sont capables de traverser cette barrière hémato-encéphalique pour se rendre dans le système nerveux central. Alors, on pourrait faire en sorte que le macrophage gobe le médicament, traverse la barrière hémato-encéphalique et vienne le relâcher là où on aimerait que notre médicament fasse effet, et ainsi on serait capable d'avoir des meilleurs résultats, donc, et surtout d'amener le bon médicament au bon endroit. Alors ça, c'est une autre façon qu'on pourrait utiliser les macrophages à notre avantage pour tenter de freiner la sclérose en plaques. Et ultimement, je vous ai montré notre suspect, mais je vous ai également montré l'arme que ces cellules utilisaient, c'est-à-dire l'interleukine 1 bêta. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que l'interleukine 1 bêta, elle est nécessaire à la maladie chez la souris. Quand la souris, elle n'a pas d'IL-1 bêta, elle ne développe pratiquement pas de symptômes. Et aussi, on a vu que l'IL-1 bêta, c'est une molécule qui est extrêmement puissante. Donc, il faut l'activer avant qu'elle puisse jouer son rôle. Et enfin, on a vu que les macrophages peuvent relâcher de l'IL-1 bêta.
Alors, une stratégie qu'on pourrait penser tout simplement, c'est venir bloquer le myélin bêta at large et tenter de protéger, donc de freiner la sclérose en plaques ainsi. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. Je vous explique pourquoi. En 1999, il y a des chercheurs qui ont voulu inhiber une molécule qui est très similaire à l'hyalin bêta, et cette molécule, elle s'appelle le TNF-alpha. Donc, c'était une étude qui était très prometteuse. Elle s'est rendue en phase clinique. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste donné aux patients, donc il y avait différents groupes de patients, et ils ont donné une dose de plus en plus haute d'un inhibiteur du TNF-alpha. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, la ligne pointille, elle, qu'est-ce qu'elle montre? C'est le nombre de nouvelles lésions actives chez ces groupes de patients. Et plus les patients recevaient une dose élevée de TNF-alpha, plus le nombre de nouvelles lésions augmentait. Et ça a été une conclusion très décevante, évidemment, pour la communauté scientifique. Cet essai clinique-là a été arrêté et on a pu essayer de donner des inhibiteurs du TNF-alpha, bien entendu. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut avoir une approche beaucoup plus sécuritaire face à ça, dans le sens que le TNF-alpha, tout comme l'hyalin bêta, vont aider les cellules à créer des dommages, à causer de l'inflammation, mais ça va aussi être important pendant la phase de réparation. C'est pour ça qu'il faut agir de façon très précise, pas juste bloquer at large, être vraiment capable de bloquer de façon précise l'activation de notre hyalin bêta chez une molécule spécifique, le macrophage, pour espérer avoir un effet bénéfique. Alors, je vous montre dans les quelques minutes qui restent comment est-ce que mon projet de recherche vise à connaître les mécanismes d'activation de l'hyalin bêta chez les macrophages. Alors, c'est un peu ce que je décris ici dans le cadre de mon objectif numéro 2. Et pour identifier ces mécanismes, on va utiliser cette affaire-là que vous voyez à l'écran. Donc, c'est quoi ça? Notre but, ça va être un peu d'aller à la pêche. Je vous explique ce que je veux dire par là. On a notre appât qu'on voit en rouge ici. Notre APA, c'est pro-hyalin bêta, donc c'est la forme immature de l'hyalin bêta. Et selon les mécanismes qu'on connaît, il y a des enzymes qui vont se garrocher dessus pour l'activer. Alors, on va venir accrocher une turbo-ID pour identifier toutes ces enzymes-là qui viennent activer l'hyalin bêta. Je vous montre comment ça marche. Et ça ici, c'est tout simplement une façon là, de venir sélectionner quelles sont les cellules qui ont cette, cette protéine versus les cellules qui ne l'ont pas. Puisque, bien entendu, c'est juste les cellules qui vont avoir ça qui vont nous intéresser. Donc, je vous explique ce qui se passe. On a notre pro-hyalin bêta qu'on voit ici et attaché après notre turbo-ID. Donc, on rend nos macrophages inflammatoires. On a des enzymes qui vont se diriger sur l'hyalin bêta pour l'activer. Mais on va aussi donner à nos cellules de la biotine. Donc, ce que la turbo-ID va faire, c'est qu'elle va générer un gros nuage de biotine partout autour de notre pro-hyalin bêta. Donc, toutes les enzymes qui vont venir l'activer vont être marquées par une molécule de biotine. Et après ça, on a juste à les identifier et on va être capable de dire ben, telle enzyme active notre hyalin bêta. Donc, c'est ça qu'il faut bloquer pour l'empêcher de jouer son rôle dans la maladie. Alors, très rapidement, comment ça se passe? On va utiliser ici des virus pour amener notre construction dans nos macrophages. Alors, on voit ici notre macrophage qui va avoir notre pro-hyalin bêta et son petit turbo ID à côté pour venir identifier nos candidats d'intérêt. Et quand justement on va activer tout le monde, bien, les enzymes qui nous intéressent vraiment, on va être capable de les identifier et celles qui n'ont pas de rôle à jouer là-dedans, bien, elles vont rester plus loin et on va moins s'y attarder. Alors, comment est-ce qu'on va se servir de cet outil pour trouver potentiellement un médicament qui freinerait la sclérose en plaques? Alors, ce serait une approche là, qu'on appelle entonnoir. Donc, on va partir d'une grande liste de candidats. Je vous montre ça à l'écran. C'est juste pour vous permettre d'apprécier, en fait, c'est quoi vraiment les résultats qu'on reçoit, nous, en tant que scientifiques, après cette analyse. Donc, vous voyez un tapon d'informations et nous, on va s'en servir pour trouver vraiment qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est comme on va à la pêche, on lance un immense filet dans le fond du lac et on ramasse tout ce qu'on a. Mais on va avoir des bons poissons, mais on va aussi avoir des bottes, des canettes de bière, des algues, des cossins. Alors, tout comme dans ce contexte-ci, notre but, ça va être de venir le fouiller. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Qu'est-ce qui peut nous aider? Une fois qu'on va l'avoir trouvé, bien, tout simplement, on va bloquer ces enzymes-là. Donc, avec la méthode de culture que j'ai montrée tout à l'heure, on va essayer d'empêcher notre macrophage
d'activer l'IL-1 bêta. Et finalement, les quelques candidats qui vont nous rester, qu'on va avoir là, le plus d'espoir, qui sont capables d'empêcher l'activation de l'IL-1 bêta, bon, on va les donner à la souris EAE et espérer que ces médicaments-là puissent empêcher la souris d'être malade. Et si c'est le cas, on pense avoir une méthode donc novatrice pour freiner la progression de la sclérose en plaques en limitant les effets secondaires associés à la maladie. Donc, ça revient ici à notre jeu de clous. Alors, j'espère vous avoir montré en tant que scientifique comment est-ce qu'on passe d'informations sur une maladie pour vraiment l'amener de façon pointue à identifier un suspect, à identifier une arme du crime et à proposer ses choix pour trouver un nouveau traitement contre la sclérose en plaques. Bien entendu, tout comme dans le jeu de clous, il y a plusieurs bonnes réponses parfois. La réalité n'est pas aussi tranchée. Vous avez sûrement entendu plein de recherches sur les lymphocytes T, les lymphocytes B, qui existent déjà, qui sont toutes de très bonnes recherches et qui ont amené jusqu'à aujourd'hui à de très bons médicaments. Mais en ayant toujours une perspective d'amélioration des médicaments déjà existants, donc la limiter les effets secondaires de ceux déjà existants, bon, on pense que s'intéresser aux macrophages, c'est une piste très intéressante pour atteindre ce but. Alors, en terminant, je tiens à remercier toute l'équipe donc du docteur Steve Lacroix qui m'ont vraiment appuyé dans ce projet de recherche, mais aussi l'équipe du docteur Jean-Philippe Lambert pour toutes les analyses de ce qu'on appelle biotination de proximité. Alors, cette construction, le nuage de biotine. Donc, je vous ai présenté, toute cette équipe-là a travaillé extrêmement fort pour nous aider à bâtir tout ça. Merci aux organismes subventionnaires. Un gros merci à SP Canada de m'avoir invité ce soir pour pouvoir vous parler de mes recherches. Merci à vous pour votre écoute, bien entendu. J'ai prêt à prendre toutes vos questions. Merci beaucoup, Maxime, de nous avoir donné aujourd'hui toutes ces informations. Pendant le webinaire, j'avais juste je suis sûre que je n'étais pas la seule qui avait juste le goût de te dire si seulement c'était aussi simple que dans le jeu clou, qu'on ouvre l'enveloppe, on trouve le bon soupçon, puis on accuse, c'est terminé, mais malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Évidemment, ce webinaire-là nous a mis ça en lumière. Donc, il nous reste 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez soit les poser dans la boîte de conversation dans le chat ou sinon directement là, en commentaire sur Facebook. Bien évidemment, selon le temps accordé, il se peut qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions, mais je vous rappelle qu'on a des agents InfoSP aussi qui seront disponibles pour y répondre. Je tiens à préciser aussi que SP Canada n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit l'information pour aider les personnes atteintes à prendre leurs propres décisions. Donc, première question, Maxime, si tu es prêt à te prêter au jeu. Certainement. Considérant l'interaction entre les microglies et les macrophages, pardon, donc tu as parlé un petit peu là, justement de l'étude de ta collègue Juliette, est-ce que les équipes de recherche sont appelées à collaborer ensemble pour comprendre les interactions ou les actions de ces études-là, ou ce sont des études qui se font vraiment en parallèle pour le moment encore, là, avec des objectifs qui sont différents? C'est une très bonne question. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aime de beaucoup plus la science qui va se faire en collaboration, justement parce que moi, aujourd'hui, je vous ai parlé du macrophage, par exemple, de son rôle, mais ça n'empêche pas que ce sont des cellules. Tu sais, quand on a la sclérose en plaques, c'est pas juste les macrophages. Toutes les cellules vont avoir un rôle à jouer. Donc, pour justement bien comprendre ces interactions-là, oui, on va être appelé à collaborer avec d'autres équipes pour comprendre les interactions entre les cellules, mais aussi pour utiliser différentes façons d'étudier ces interactions. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai parlé de protéines. On peut aussi aller voir en microscopie. On pourrait aller voir, par exemple, au niveau de l'ADN, est-ce que la présence d'une cellule va affecter les gènes exprimés par d'autres? Alors oui, nécessairement, les équipes collaborent. Justement, à SP Canada, on a un réseau de chercheurs qu'on connaît. On se réunit une fois ou 2 ans lors de congrès, mais aussi là, à des congrès internationaux, on a la chance de rencontrer les autres équipes qui travaillent là-dessus. Non, super intéressant. Ma prochaine question va porter un petit peu plus sur les soupçons. Donc, si on revient à ta thématique du jeu clou, bon, là, on a compris qu'il y avait clairement un suspect là, et un arme. Donc, ici, les macrophages avec la molécule bêta. Mais est-ce que vous étudiez ou pensez étudier un peu d'autres types d'interactions? Donc, est-ce que vous avez d'autres soupçons ou vraiment votre recherche vous concentre uniquement sur ce soupçon-là de cette cellule-là avec cette arme-là, si je peux dire? Ça aussi, c'est une excellente question. Donc,
C'est sûr qu'ultimement, il y a plein de molécules qui sont très intéressantes à étudier. Notamment, j'ai parlé un peu du TNF-alpha. Donc, même si l'essai clinique n'a pas fonctionné, c'est sûr qu'on ne va pas faire la même affaire. Ben, c'est une molécule qui aurait quand même un rôle à jouer. Moi, je vous ai parlé de l'interleukine 1, mais si c'est 1, c'est parce qu'il y en a d'autres. Il y a par exemple l'interleukine 6, l'interleukine 10. Ça va jusqu'à 33, je ne les nommerai pas toutes. Mais c'est pour montrer là, que justement, il y a plein de molécules qui sont intéressantes. Et même si nous, on s'intéresse à celle-là, on s'intéresse à celle-là à cause du résultat que je vous ai montré, que les souris qui ne l'expriment pas n'ont pas la maladie. Mais certes, si on arrive, par exemple, dans un cadre un peu plus clinique, ben c'est sûr que là, même si on empêche la production d'hyalin bêta, ben on irait voir les autres molécules pour se dire, OK, ben ces molécules-là inflammatoires aussi, il n'y en a pas. Donc, on pense que notre médicament serait plus sécuritaire. Ou à l'inverse, on voit qu'il y a d'autres molécules inflammatoires de produites. Alors, peut-être qu'on pourrait combiner notre approche avec une autre molécule pour être sûr là, qu'il n'y ait pas trop d'inflammation. Ben, justement, tu parles d'essais cliniques et ça m'amène à ma prochaine question parce que clairement, ça intéresse la communauté. Les gens veulent savoir un petit peu en termes d'études cliniques, bon, présentement sur le changement de comportement, voire même le blocage des macrophages. On en est où par rapport à ça? Est-ce qu'on est rendu au stade avancé ou encore préliminaire dans la recherche? Je dirais que ça commence à voir le jour. Par exemple, le fameux médicament, les BTK inhibitors, donc qui sont là, très prometteurs pour la sclérose en plaques. Bon, on a vu que ce médicament-là allait agir sur les lymphocytes B, mais aussi sur les macrophages et les microglies. On a aussi un médicament qui s'appelle le fingolimod, que selon ce que je lis, des fois je vois qu'il est en vente, des fois je vois qu'il est encore en essai clinique, mais c'est un médicament qui aurait un rôle à jouer sur les macrophages. Et sinon, une autre chose aussi à savoir, c'est que les macrophages, même si la majorité des médicaments dans la sclérose en plaques vont cibler les lymphocytes T ou les lymphocytes B, ben, il y a d'autres maladies inflammatoires comme l'arthrite, par exemple, où est-ce que les macrophages vont être ciblés par des médicaments. Et si jamais on se rend compte que dans la sclérose en plaques, ben, le macrophage, il y a effectivement un rôle à jouer et qu'on pense que cette molécule-là, donc on sent pour l'arthrite, pourrait aussi être utile pour la sclérose en plaques, ben, on pourrait faire des essais cliniques qui vont être accélérés parce qu'on a déjà prouvé l'efficacité ou la sécurité, par exemple, de ce médicament-là. Alors, ce serait à voir, ben, est-ce que c'est vrai que c'est pertinent de le donner à des personnes atteintes de sclérose en plaques pour les aider? Intéressant. Je me doutais bien que ce webinaire-là allait être porteur d'espoir. Clairement, on voit que la recherche, peu importe que ce soit sur la sclérose en plaques ou sur d'autres maladies, là, peut amener à de grandes avancées. Ma prochaine question, c'est plus spécifiquement sur le fait que vous aviez dit que les macrophages pouvaient être utilisés comme conducteurs, donc être amenés là, à passer la barrière encéphalique. Est-ce qu'on est rendu à euh, euh, comprendre leur comportement, comment agir sur ceux-là, ou on analyse encore comment ils se comportent? Vous voulez dire dans le Est-ce qu'on contexte peut de agir? Est-ce que vous comprenez un peu comment on peut agir sur ça, ou on est encore en train d'analyser le comportement des macrophages? Je dirais qu'on est encore en train de l'analyser. La raison, c'est que là, j'ai présenté, par exemple, les grandes déclinaisons, donc soit pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires. Mais ce qu'on se rend compte, surtout avec les nouvelles technologies de ce qu'on appelle le single-cell RNA-seq ou encore là, les mégadata, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus comme un spectre et il y a de nombreuses sous-populations, c'est presque décliné quasiment une dizaine de catégories. Alors des fois, les cellules vont pas être nécessairement 100% bonnes, ben 100% inflammatoires, ni 100% anti-inflammatoires. Elles vont être un peu des 2. Donc c'est vraiment difficile là, encore aujourd'hui de choisir, par exemple, quel comportement on voudrait que notre cellule aille et rendre tout le monde pareil. Mais c'est sûr que c'est des approches qui sont utilisées si on commence à y penser, ce qu'on voit surtout pour l'instant, c'est dans le contexte du cancer, on va rendre les macrophages donc pro-inflammatoires pour qu'ils aillent détruire le cancer. Mais c'est sûr que si c'est une maladie, comment je pourrais dire, un peu plus agressive, j'ai l'impression que on a un peu plus de marge de manœuvre, on va rendre tous les macrophages pro-inflammatoires. Mais dans le contexte de la sclérose en plaques, où est-ce qu'on veut qu'ils soient pro-inflammatoires, mais pas trop pour permettre
la réparation tissulaire, c'est une balance un peu plus compliquée à avoir. Donc là, oui, il y aurait plus d'études à faire. Donc, on n'est pas aux grands mots, les grands moyens, là. On doit être encore en mode un petit peu plus prévention, là. Exactement. Ma prochaine question, quelqu'un qui, tout d'abord, te remercie, trouve que ta présentation a été super intéressante, se demande si, Merci. selon toi, est-ce que les macrophages protègent réellement le système immunitaire? Est-ce que les macrophages protègent réellement le système immunitaire? Hem, Moi, j'aurais le goût de dire que, mettons, c'est sûr que quand on parle de la sclérose en plaques, on parle d'un contexte, donc où est-ce que notre balance va être penchée vers pro-inflammatoire. Donc plus, mettons, que pas de sclérose en plaques, si je peux m'exprimer ici. Alors, c'est sûr qu'on voit le plus facilement le contexte délétère, mais en revanche, les macrophages vont quand même nous protéger quand on a un rhume, quand on a une grippe. Et aussi, si on va au sens beaucoup plus large, là, j'ai parlé du cerveau, mais on a aussi des macrophages dans nos poumons, dans notre foie, dans nos intestins, peu importe. Donc, ultimement, ces macrophages peuvent quand même avoir un rôle donc, pour nous protéger contre les microbes, et on ne veut pas nécessairement, justement, ben, toutes les enlever, parce que là, sinon, ben, dès qu'on respire quelque chose qui ne marche pas, ben là, les macrophages à nos poumons, par exemple, ne pourront plus nous protéger. Je ne sais pas si ça répondait bien à la question, mais je pense que oui, elles ont ce double rôle. Non, complètement. Prochaine question, il y a des gens qui ont vu visiblement la liste des types de macrophages. Est-ce que ceux-ci agissent tous de la même façon ou est-ce qu'ils ont un comportement différent dans le cadre de quelqu'un qui va être atteint de sclérose en plaques? Hem, Mettons, je vais me concentrer pour cette question-là juste sur les macrophages qu'on dirait infiltrants. Hem, Dans le fond, le macrophage va agir dans le fond, dans la sclérose en plaques, j'imagine que vous l'avez déjà entendu parler du rôle des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Ces lymphocytes T dans la sclérose en plaques, c'est eux ultimement qui vont avoir un rôle aberrant, dans le sens, ils vont dire: «OK, la gaine de myéline», ils la reconnaissent à tort comme un ennemi, et c'est le lymphocyte T qui va agir comme un chef d'orchestre. Alors, ultimement, le macrophage, lui, c'est une cellule qu'on appelle une cellule immunitaire innée. Donc, c'est-à-dire que le macrophage, lui, on lui dit quoi détruire, puis il détruit. Donc, je pense que le macrophage a une fonction normale dans la sclérose en plaques, dans le sens que qu'est-ce qu'il fait? C'est le relâchement des molécules, donc la phagocytose des microbes et tout. C'est quelque chose qui va faire autant chez une personne en santé que chez une personne atteinte de sclérose en plaques. Mais malheureusement, dans le cadre de la maladie, il va être mal guidé par le lymphocyte T, et à la place, il va s'attaquer, il va utiliser les outils qu'il a pour s'attaquer à quelque chose qu'il ne devrait pas. Et je pense que c'est là la problématique, mais si on empêche le macrophage d'utiliser tous ces outils-là pour faire du mal à la gaine de myéline, et à la place comme l'aider plus à avoir un rôle anti-inflammatoire dans le cerveau, ben à ce moment-là, on pense qu'on viendrait là, beaucoup diminuer les dommages. Et en terminant, Maxime, parce qu'on veut terminer sur une belle note, justement, remplie d'espoir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme prochaine étape dans vos travaux? Donc, pour vous, qu'est-ce qui vous attend dans ces recherches-là? Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines étapes? Ben là, dans le fond, je vous ai montré cette expérience qu'on a. Tu sais, on est allé collecter toutes les protéines qui sont à proximité de l'interleukine 1 bêta. On a envoyé nos résultats à la plateforme de protéomique. Alors, on se croise fort les doigts pour avoir des résultats d'ici Noël cette semaine. Sinon, ça va aller là, au début de l'année prochaine. Et une fois que je vais avoir cette longue liste-là, donc là, ça va être le travail de bioinformatique pour aller débroussailler tout ça. Je m'attends autour de 5000 candidats en tout. Malheureusement, il y a beaucoup de trucs comme qui ne seront pas pertinents, mais on se croise les doigts pour avoir là, des candidats qui vont amener une réelle différence dans ce projet. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances pour ce débroussaillage qui s'annonce colossal. Merci infiniment. Visiblement, il y a quelque chose qui vous attend à très court terme. Donc, encore une fois, ça nous donne beaucoup d'espoir. On voit que la recherche porte fruit. Merci beaucoup, Maxime, pour votre participation. On, tu sais, vous avez super bien vulgarisé un peu ce rôle-là. J'ai bien aimé l'analogie au jeu clou. Bon, si seulement, je me répète, mais si seulement c'était si simple, mais merci de mener cette enquête à bien là pour les membres de la communauté de la sclérose en plaques.
Donc, je vous rappelle que les enregistrements des webinaires seront disponibles sur notre chaîne YouTube et seront publiés sur Facebook dès leur disponibilité. Merci également à notre conférencier et à notre partenaire Roche. Restez à l'affût pour les prochains webinaires qui, eux aussi, seront partagés sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir pris part au webinaire de ce soir et je vous souhaite une excellente soirée.